Je pense qu'on est live. Ça a l'air d'être. Hop. Du coup, bonjour à tous. On est aujourd'hui ensemble pendant 1 heure pour échanger autour de l'articulation entre les neurosciences et la formation et donc répondre à la problématique suivante: comment favoriser la concentration et le droit à l'erreur? Alors, je vais attendre quelques secondes que les participants se connectent et qu'on soit tous bien là. Et je vais commencer dans une petite minute pour laisser le temps à tout le monde de bien se connecter. Je vois que le chiffre augmente. On a commencé par nous présenter. J'ai déjà des bonjours dans le chat. Bonjour à tous. Du coup, je vais commencer. Je m'appelle Fanny, je suis account manager chez WooClap. Donc, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner des organisations, des entreprises dans leurs enjeux d'innovation pédagogique et également, en fait, d'engagement des apprenants. Et pour vous expliquer un peu en détail ce qu'est WooClap, WooClap, c'est un outil pédagogique, en fait, qui permet à la fois de favoriser et aussi de mesurer la compréhension d'apprenants ou d'apprenantes via des questions interactives. Et c'est un outil qui est utilisé dans le contexte de formation, de réunion, également de conférences. Voilà, comme ça, vous avez une vision un peu plus large de ce que je fais et de ce qu'est WooClap. Je vais te laisser la parole maintenant, Marie, pour te présenter, si tu le veux bien. Ben oui, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie Prévost. Je remercie WooClap pour cette invitation et cette thématique assez chouette. Donc, moi, je suis présidente et fondatrice de la Fabrique à Neurones, qui est une entreprise basée en Savoie, en France. On est 5 dedans, 6 actuellement. C'est un centre de neurosciences appliquées, comme c'est écrit là. En gros, on est un centre de formation. On va former des professionnels à utiliser les neurosciences dans leur pratique au niveau de la prévention du vieillissement, de l'éducation et de la qualité de vie au travail. Et voilà, j'ai un doctorat en neurosciences, j'ai fait de la recherche pendant 5 ans après ça. Et après, j'ai monté la Fabrique à Neurones. Voilà. Merci pour ta présentation et merci encore d'être présente avec moi aujourd'hui pour aborder ces thèmes hyper intéressants. Du coup, avant de vous présenter tout le programme, je voulais vous encourager, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait, à nous saluer dans le chat pour voir si ça fonctionne bien et à poser en fait toutes vos questions durant le webinaire. L'objectif, c'est que ça soit assez interactif. Et en fait, pour info également, vous allez retrouver bouton. Il y en a un qui peut servir pour télécharger un guide qui est gratuit et en fait qui est composé de conseils assez concrets basés sur les neurosciences pour engager vos apprenants et apprenantes et découvrir. Et il y en a un autre, pardon, qui est là pour découvrir en fait WooClap si vous souhaitez lancer une période de test dans votre organisation qui est gratuite et sans engagement. Vous pouvez également avoir toutes les infos dans ce deuxième document. Voilà, c'est tout pour les informations techniques. Je vois que le nombre de participants augmente encore, c'est parfait. Du coup, pour vous présenter le programme de ce webinaire, donc vous le voyez normalement ici à l'écran sur la première slide. Donc en introduction, on va parler tout simplement du thème d'aujourd'hui, les neurosciences et la formation. Dans un second temps, on va se focaliser sur la concentration et Marie va nous présenter en fait le rôle crucial de la concentration, notamment pour la mémorisation. Et on se focalisera plus pour le coup sur le droit à l'erreur et on abordera le sujet de une mise en place d'un environnement en fait qui est propice à l'erreur. Et voilà, tout au long également de notre discussion, des questions qui seront posées dans notre chat. Donc, en guise de petit brainstorming, avant de commencer à parler concrètement de notre sujet du jour, je vais vous inviter à participer à notre première question WooClap. Donc, pour ce faire, c'est tout simple. Vous avez plusieurs options. Vous allez soit pouvoir scanner le QR code qui est à l'écran avec votre smartphone, si vous l'avez à proximité. Sinon, il va y avoir un lien qui va être mis dans le chat pour directement en fait répondre sur votre PC. Donc, je vous invite à le faire. Et vous pouvez aussi aller sur wooclap.com et taper le code de l'événement qui est affiché sur la slide. Donc, voilà, trois moyens de connexion pour vous poser une première question avant d'aborder le sujet concrètement. On va laisser quelques secondes, le temps que
toutes les personnes puissent bien scanner le QR code. Alors, je vais rapidement désactiver la caméra. Désolée, apparemment, il y a un petit problème de coupure de son. Hop. Je pense que tout le monde a bien scanné le QR code. On va commencer. Parfait. Alors, la question était la suivante. Vous l'avez vu sur vos écrans. Qu'est-ce que ça vous dit, le mot neurosciences? Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, on a le mot cerveau qui ressort en plus grand. Ça bouge pas mal parce que le nuage de mots est encore en train de se créer. Je vois le mot cognition, les sciences cognitives, l'apprentissage, les neurones. Merci pour toutes ces réponses, en tout cas. Je pense qu'on va pouvoir bientôt bloquer le nuage de mots. Parfait. Alors, en effet, cerveau, apprentissage, fonctionnement du cerveau, les capacités cognitives, les neurones, apprendre, système, sciences également, intéressant, on en parlera également, plasticité cérébrale. Ben, merci beaucoup à toutes vos réponses. Maintenant, je me tourne vers toi, Marie, pour te poser la première question de ce webinaire, qui est la suivante. Bon, ben, sans surprise, quand on parle de neurosciences, à quoi est-ce qu'on fait référence? Alors, ça peut être assez large, mais neurosciences, ça va être les sciences du système nerveux. Et en général, ce qui intéresse le plus, c'est le système nerveux central, donc le cerveau plutôt. Mais ça peut être ailleurs, ça peut être dans l'intestin, ça peut être à d'autres endroits. Mais neurosciences, ça va être ça, ça va être la psychologie, psychologie cognitive, ça peut être de l'informatique quand on parle d'intelligence artificielle ou d'interface cerveau-machine, ce genre de choses. Donc c'est assez large, c'est de la biologie. Moi, je viens de la biologie au départ, donc voilà, les neurosciences, c'est tout ça. Et du coup, le lien avec l'apprentissage, qui est le plus intéressant aujourd'hui, en tout cas, c'est effectivement de se poser la question en quoi comprendre le fonctionnement du cerveau, ça peut améliorer ou en tout cas éclairer un peu les pratiques d'apprentissage ou d'enseignement. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui, on parle concentration et droit à l'erreur, mais j'ai vu dans le nuage de mots, on parlait des gens ont cité la plasticité cérébrale, on citait la métacognition, des choses comme ça. Et effectivement, la métacognition, ça veut dire comprendre le fonctionnement de sa cognition, de ses fonctions intellectuelles, donc comprendre comment fonctionne la mémoire, la concentration, les fonctions exécutives, le raisonnement, les représentations spatiales, tout ça, c'est vraiment nos fonctions cognitives. Et ça a son intérêt, ça a beaucoup d'intérêt pour apprendre parce que ça améliore en fait l'apprentissage, ça permet de comprendre la mécanique de comment j'apprends et du coup de mieux apprendre si jamais ça coince un peu, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas une pilule magique, hein, ça résout pas tous les problèmes de l'apprentissage du tout, mais ça apporte son lot de bénéfices et d'outils qui peuvent être intéressants. Parfait, merci beaucoup pour tous ces éléments. On va passer à notre première partie qui s'appelle direct lien avec les étudiants de nous développer. Donc en effet, je pense que vous avez tous et toutes cas de figure où vous êtes au travail, au bureau ou en télétravail même aujourd'hui et que vous êtes ultra sollicité. Vous avez à la fois des notifications d'email, celles de la plateforme de votre messagerie directe, de votre téléphone, de vos collègues autour de vous. Et il est compliqué de se concentrer dans un environnement ultra sollicitant. Et du coup, ce que je voulais te demander, Marie, c'était en fait, pourquoi est-ce qu'un type de distraction tel pose en fait autant de problèmes dans l'apprentissage aujourd'hui? Ouais, c'est une excellente question. Nous, on a des étudiants qui viennent nous voir en disant mais comment je peux faire pour me concentrer mieux? Vous n'avez pas des trucs? Et je pense que voilà, je peux commencer par essayer avec cette slide là d'expliquer pourquoi c'est si compliqué. Et si déjà je convainc tout le monde de ça, ce sera pas mal. Et ensuite peut-être donner un peu d'outils. Mais donc là, sur cette représentation, on voit le cerveau avec le cortex frontal qui est sur la gauche, l'arrière du cerveau qui est sur la droite de l'écran.
Et on voit deux réseaux. Le réseau qui est en bleu, qu'on a appelé le cerveau concentré, donc c'est pas un nom scientifique du tout, hein, on l'a appelé comme ça juste pour bien séparer avec l'autre aspect. Et donc peu importe le nom des régions, mais en gros ces 3 régions en bleu sont activées ensemble quand je me concentre. Donc au moment où je suis concentrée et que je décide de me concentrer, c'est quelque chose de volontaire. Moi, Marie, je décide de me concentrer, ça va activer ces zones. Quand je ne suis pas concentrée, c'est pas forcément activé, ces zones en bleu, d'accord? C'est quelque chose que je décide, donc voilà. Et puis on a ces zones qui sont en rouge, là, qu'on a appelé le cerveau vigilant. Encore une fois, c'est pas le terme scientifique du tout, c'est juste pour communiquer là-dessus. Et en dessous, vous avez les aires cérébrales impliquées, les 4 aires impliquées. Et donc ces zones en rouge, elles sont un peu toujours en train de tourner en fond pour être alertes, pour être vigilants à ce qui se passe autour de nous. En particulier, ce qui va être intéressant dans ces zones-là, c'est qu'il y en a une qui est dans le tronc cérébral, c'est celle qui est en rosé un peu, qui est en haut du tronc cérébral. Donc c'est celle qui concerne le pulvinar et le colliculus supérieur. Et celle-là, elle est au même endroit que, dans la même région que ce qui gère notre cœur, le battement du cœur et la respiration. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une zone en fait qui fait une coupure avec ma volonté, moi, Marie. Je ne peux pas dire à cette zone « fais ce que je veux », comme on ne peut pas dire à notre cœur d'arrêter de battre ou à nos poumons d'arrêter de respirer. On peut moduler, mais on ne peut pas leur faire s'arrêter. Donc on a peut-être tous testé, petit, de faire craquer les parents en arrêtant de respirer, ça ne marche pas, heureusement pour l'espèce humaine. Donc cette partie de vigilance et d'attention qui s'occupe de voir s'il n'y a pas en fait des dangers autour de nous, elle est là, et elle est automatique, elle n'est pas sous mon contrôle. Donc c'est quelque chose qui est là vraiment pour ma survie, pour que si je suis justement concentrée à lire un bouquin, je reste pas concentrée alors que la maison prend feu, et que je sois alertée qu'il y ait le feu et que je sorte et que je survive. Donc tout est fait dans mon cerveau pour que je puisse pas résister aux informations qui viennent de l'extérieur, qui pourraient potentiellement être des dangers. Donc quand il y a des bruits, quand il y a des gens qui passent, tout ça, en fait on est en train de, sans s'en rendre compte, d'alerter un peu ces zones en rouge. Et là, notre concentration s'arrête parce qu'on ne sait pas si c'est un danger avant d'avoir checké. Donc, on regarde, ou on écoute, ou on prête attention, même si c'est qu'une seconde, quoi, ou 500 millisecondes. On va quand même juste vérifier, et puis ça prend le pas sur la concentration. Donc, quand on se dit pas de problème, je reste concentré, je fais attention à rien, déjà, on se met un peu en échec parce qu'on a tout ce système qui a été mis en place depuis des siècles, enfin des millénaires. On a été sélectionné de façon à ce qu'en fait, on puisse pas rester concentré pour survivre en cas de danger. Donc, on n'est déjà pas dans les bonnes conditions. Et ensuite, c'est vrai que la notification du téléphone portable ou ces choses-là, c'est pas un danger. On pourrait être habitué. Mais n'empêche que selon les gens, le seuil de détection, enfin le seuil qui va allumer ces zones en rouge, il peut être plus ou moins bas ou haut selon les individus. Et s'il est bas, c'est un seuil qui se détecte très vite, au moindre petit bruit, ça sert à rien d'essayer de se dire qu'on va rester concentré alors qu'il y a plein de bruit autour de nous et plein de choses qui nous distraient. Donc voilà pourquoi c'est si dur, c'est parce que notre volonté n'a pas, c'est pas sous notre volonté en fait. Donc ça et pour rebondir là-dessus, ce seuil, justement, ça varie vraiment en fonction des individus, parce que du coup, c'est assez intriguant. Oui, c'est ça, c'est que donc ça, c'est ce qu'on fait nous à la fabrique, c'est qu'on communique de l'information sur la façon dont l'humain en général fonctionne. Et ça, c'est le schéma pour les humains en général. On est tous un peu comme ça. Mais maintenant, il y a des différences individuelles qui font que on est plus ou moins sensible à beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements autour de soi. Il y en a, ils ont de la musique sur les oreilles, ils arrivent à bosser, ça, voilà, ils sont dans leur bulle. Il y en a, c'est impossible. Ils peuvent pas bosser ou se concentrer s'il y a quoi que ce soit comme bruit, ils ont besoin d'être dans le silence, limite le casque anti-bruit. Et ça, c'est une question de ce seuil, en fait, qui va être différent d'une personne à l'autre. Donc là, il faut bien se connaître pour bien savoir ce qui chez nous est un peu notre limite pour nous aider à rester concentrés. Super clair. Ok, super. Merci. Du coup, je peux en profiter pour donc donner un peu les bonnes pratiques qui vont avec ça, qu'on entend partout, mais là on comprend pourquoi. C'est que effectivement,
être bien au courant que soi-même, n'importe qui, on ne va pas pouvoir résister aux distractions, ça va être très dur. Donc, il faut mettre notre environnement en phase avec ça, avec cette information, avec ces connaissances-là. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment changer l'environnement. Donc, couper les notifications, ne pas avoir faim quand on va se mettre à travailler ou à réviser, parce que c'est une distraction du même genre. C'est attention, tu n'as plus de calories, il faut aller te nourrir. Si on imagine Cro-Magnon qui a faim à l'époque, c'était probablement important et pour sa survie. Nous, aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de choses dans le placard. On espère, j'espère pour la plupart des gens ici. Mais si ce n'est pas le cas, c'est bien. Voilà, on comprend en tout cas que ce soit un signal qui puisse être un signal de survie. Et du coup, il va falloir laisser, enfin, être OK que être humble avec le fait qu'il faut mettre en place tout pour pouvoir rester concentré et ne pas dire moi c'est bon, je reste concentré, même si j'ai faim, même s'il y a plein de gens qui passent devant moi, même si il y a du bruit parce que je suis dans un open space ou je suis à la cafette et que je me dis qu'aujourd'hui je travaille à la cafette ou que je révise à la cafette. C'est pas idéal. On se met pas dans les meilleures conditions, sachant que mon cerveau, il m'écoute pas. Il n'est pas là pour dire ouais, t'inquiète, je te laisse te concentrer. Pas du tout. Voilà. Très clair, merci pour ça. En effet, le fait d'en être conscient, déjà, c'est un premier pas, je trouve, vers la démarche de trouver des solutions et des clés pour mieux se concentrer. J'ai peut-être une première question dans le chat, si tu peux y répondre dès maintenant. Je pense que ça va bien en lien avec ce qu'on est en train de dire. C'est une question de Philippe qui demande quelles sont les différences en fait entre l'attention et la concentration. Alors l'attention, alors si je reprends là les termes plus scientifiques, et donc là vous avez une référence en bas, Posner, c'est le chercheur, je pense, le plus connu dans les processus attentionnels. Donc en recherche, on ne va pas parler d'attention tout court, on parle de processus attentionnels. Et donc dans les processus attentionnels, il y en a plusieurs, dont un qui s'appelle la concentration. Mais la concentration, c'est le mot de tous les jours. On ne parle pas trop de concentration, on parle d'attention dirigée ou d'attention soutenue. L'attention soutenue, c'est la concentration. Et les processus attentionnels, c'est tout ce qui englobe et l'attention soutenue, la concentration, mais aussi l'attention dirigée, où est-ce que je dirige mon attention, soit volontairement, soit parce qu'elle est attirée par ce qui se passe autour de moi. Et il y a l'alerte ou la vigilance qui est justement ce que j'ai mis en rouge ici, ce qui nous permet d'être au courant de ce qui se passe autour de nous, malgré nous, et de faire attention s'il se passe quelque chose d'important. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais attention et concentration, c'est effectivement deux mots un peu du langage parlé plus que du langage technique, je dirais. D'accord, très clair. Alors oui, cette slide, si on peut l'enlever et revenir dans 2 secondes, parce que si on passe à cette activité effectivement qui permet de tester un petit peu la concentration, il faut se dire donc suite à ça que la concentration c'est fragile, puisque les distractions viennent toutes seules, nous attirent très facilement, c'est assez fragile. Et une autre chose qu'on entend souvent, c'est qu'on ne peut se concentrer que sur une chose à la fois. Si on s'intéresse un peu à toutes ces questions, on va lire ça et on va voir ça, et c'est assez vrai. Parce que en fait, notre conscience des choses, on ne peut avoir qu'une chose qui montre à la fois à notre conscience, en quelque sorte. Donc, j'utilise le mot conscience un peu largement. Si on parle à des professionnels de la conscience, ils vont pas être contents avec ce que je dis, mais en gros, il y a une information qui nous arrive, elle est traitée de façon inconsciente, sa forme, sa couleur, on n'a pas accès à ce traitement. Et ce qui arrive à notre compréhension, c'est une seule chose à la fois. On ne peut pas en avoir plein à la fois. Et en gros, se concentrer, c'est ça, c'est être vraiment présent à une seule chose à la fois. Et on ne peut pas avoir deux choses en même temps. Donc, on switch très vite d'une chose à l'autre, mais on est toujours que sur une chose à la fois. Donc, le multitask ou le multitâche en français, c'est effectivement pas quelque chose qui est recommandé. Parce que ça va pas très bien avec la réalité de comment on fonctionne. Et ce que je propose à tout le monde de faire là pour le tester, si vous voulez bien essayer ça, c'est de vous chronométrer. Donc vous prenez votre téléphone portable ou votre ordinateur, vous regardez les secondes parce que ça passe assez vite. Et premièrement, vous allez chronométrer combien de temps ça vous prend pour compter dans votre tête de 1 à 26. Donc, vous faites dans votre tête 1, 2, 3, 4, 5, 7 jusqu'à 26, d'accord. Vous déclenchez le chrono à 1, vous l'arrêtez à 26, vous notez combien de temps vous prenez. Vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous recommencez, et cette fois-ci, vous le faites pour raconter l'alphabet de A à Z.
Donc, vous lancez le chrono et puis dans votre tête, vous faites ABCD le plus vite possible, ABCD, E, F, G, H, I, J, K, L jusqu'à Z. Vous arrêtez le chrono et vous voyez combien de temps ça vous a pris. Une fois que vous avez fait les chiffres et les lettres, maintenant, vous faites du multitâche. Vous allez faire en même temps les chiffres et les lettres. Donc, vous allez commencer le chrono et puis vous allez faire 1 A, 2 B, 3 C, 4 D, etc. jusqu'à Z. Et là, vous regardez un petit peu votre rapidité. Vous allez arrêter le chrono à la fin. Puis le nombre d'erreurs que vous faites. Est-ce que vous devez recommencer parce que vous savez plus très bien où vous en êtes? Est-ce que j'en étais au 18? C'était quoi la lettre qu'elle est après? Donc, ceux qui veulent essayer ça, essayez. Et puis, je vous parle après. On changera la slide dans 2 secondes juste pour discuter de cette grande performance. Merci, je vois qu'il y a des... On a déjà des réponses, en effet. Des réponses qui arrivent. Qui varient entre... Là, c'était pour la première tâche, je pense. 5, 16, 8 secondes. Ouais. C'est bien, c'est dans la moyenne. Donc, entre 5 et 10 secondes, ça peut aller à 15 secondes pour faire les chiffres et l'alphabet. Et puis, ce qui va le intéresser... 1A, 2B, je ne suis pas allée très loin. Oui, donc il y a quelqu'un qui a arrêté. C'est ça l'effet du multitâche. On s'est arrêté en cours des routes. C'est ça. Et donc, s'il y en a qui vont jusqu'à la fin des 2 tâches en même temps, le 1A, 2B, 3C, du coup, horrible le mélange. Et oui, donc vous pouvez noter votre chronomètre et voir combien de temps ça vous a pris. Abandon. Abandon. Ça a l'air. Et voilà. Et c'est ça, en fait, qui est... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce jeu, enfin, cette petite activité pour montrer justement ce multitâche et à quel point on a l'impression qu'on est performant et qu'on va vite parce qu'on fait plein de choses en même temps. Et en même temps, si on prenait le temps de faire une chose à la fois, on se rendrait compte, mais on ne fait jamais l'expérience, hein, qu'on va plus vite à faire juste une chose, une activité la même pendant tout un temps, puis après qu'on passe à l'autre, que si on fait les deux en alternant l'une de l'autre. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'énergie de se concentrer. Tout ce qui est en bleu, là, ça nous coûte beaucoup d'énergie sur notre cerveau de s'y mettre. Et donc, dès qu'on s'arrête de se concentrer sur une chose et qu'on va sur autre chose pour se concentrer sur autre chose, il faut arrêter la concentration et la rallumer sur autre chose. Et en fait, c'est un coût. Il y a un coût de se remettre en marche et de garder en tête les informations d'une chose à l'autre. Et ça, c'est de l'énergie qu'on dépense et c'est des efforts. Et c'est aussi potentiellement des erreurs parce que on n'a peut-être pas très bien gardé en tête ce qu'on faisait juste avant. La fin de son email, on en était où? Il faut relire. Ce qu'on disait au téléphone, qu'est-ce que tu viens de dire? Excuse-moi, j'ai eu une absence parce que j'étais en train de lire l'email. Et si on fait les deux en même temps, en fait, on a des petits trous. Donc ça, c'est les erreurs. Et en fait, ça nous prend plus de temps. Donc, ouais, merci. Ça, c'est les résultats que vous pouvez avoir constatés pour vous-même, peut-être. Donc, dans la tâche 1, entre 5, 10, 15 secondes pour la faire, compter de 1 à 26. La tâche 2, aller de A à Z dans sa tête, pareil, 5 à 10 secondes. Et la tâche 3, c'est pas juste la tâche 1 plus la tâche 2, c'est pas juste j'ajoute ces 2 temps, donc c'est pas même 20 secondes, c'est autour d'1 minute en moyenne quand on fait faire cette tâche. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus long. Ah oui, quand même. Donc on perd carrément du temps, quoi. Et aussi, on a un peu plus de stress et plus d'erreurs. C'est-à-dire que soit on abandonne, on fait carrément pas la tâche, soit on doit recommencer en disant je sais plus où j'en étais. Et ça demande une concentration beaucoup plus forte que dans la tâche 1 ou la tâche 2. Parce qu'il faut garder les deux en parallèle en même temps dans notre tête, et ça, c'est la mémoire de travail, c'est très coûteux et c'est pas facile à faire. En énergie, je veux dire, coûteux en énergie. Donc, merci d'avoir joué. Je rebondis rapidement sur ce que tu viens d'évoquer. On a une question de Sarah qui est en lien avec ce que tu viens de dire spécifiquement. Comment gérer une déconcentration causée par des éléments internes justement, ou des événements de la journée du passé? Ouais. Donc effectivement, tout ce qui est rumination, donc je pense à ce qui s'est passé ce matin, je me suis disputée en partant de la maison et puis voilà, j'ai ça toute la journée avec moi. Là, c'est une bonne régulation émotionnelle, bonne intelligence émotionnelle qui va nous aider. C'est comment on arrive dans nos vies à déposer nos paquets à côté pour faire les tâches qu'on doit faire, réviser tout ça. Donc ça s'apprend, hein, et ça se développe. Donc si pour vous, c'est des choses qui sont importantes, il y a des formations, il y a des cours, il y a vraiment des choses à faire là-dessus.
Si c'est des choses internes qui sont plus la faim, aller aux toilettes et tout ça, j'ai envie de dire, il faut les assouvir. Aller aux toilettes, n'attendez pas 1 heure en ayant envie d'aller aux toilettes, et puis manger un petit morceau, n'attendez pas je sais pas quand pour manger, et ça va vous permettre de pouvoir mieux vous concentrer. Donc, mais souvent, voilà, je crois que la question, c'est vraiment sur les pensées et les qui tournent et qui veulent pas s'en aller. Et si elles sont là, c'est que c'est chargé émotionnellement et que c'est plus une question d'émotion. Et dans ce cas-là, il faut trouver la bonne stratégie pour soi qui fonctionne pour déposer ça ou pour le remettre à plus tard, parce que le problème sera là à 17h ce soir aussi, ou ce à quoi on pense. Donc, comment est-ce qu'on fait pour laisser ça de côté et rester concentré? Une bonne technique, c'est la méditation de pleine conscience, ou toutes les techniques de pleine conscience qui nous apprennent à rester concentrés, à laisser passer les choses. Merci pour ce développement. On a également une question de Maëlys qui est très intéressante. Je me la suis d'ailleurs déjà posée. Lorsqu'on prend des notes, est-ce qu'on considère qu'on fait 2 tâches à la fois? Marie, selon toi? Oui, surtout si, comme moi, là, je parle en même temps, donc avec toi, Fanny, on est en train de discuter, et puis donc les personnes à côté peut-être prennent des notes. Et en fait, ça s'arrête pas pendant ce temps-là. Donc, on doit garder en tête l'information, on doit essayer de la conserver, le temps de prendre des notes. Donc oui, on fait 2 choses en même temps. L'avantage que ça a de prendre des notes, c'est que l'intérêt que ça a, c'est qu'on synthétise l'information, parce qu'on n'écrit pas assez vite par rapport à ce qui se dit. Donc, on doit synthétiser pour écrire une phrase clé ou un mot clé, et écrire des choses qui sont déjà un peu travaillées, déjà un peu traitées. Donc ça, c'est du pré-travail pour retenir et comprendre les informations. Donc c'est bon, c'est mieux que l'ordinateur, que si on tape à l'ordinateur. Mais oui, c'est faire 2 choses en même temps. Donc c'est un peu fatigant. C'est sûr, je confirme. Du coup, on va aborder maintenant concrètement l'aspect conseil de ton côté, Marie. En fait, selon toi, quels seraient les conseils, tout simplement, pour que les formateurs et les formatrices puissent protéger leurs apprenants et apprenantes de ce type de distraction dont on vient de parler à l'instant? Ouais. Donc, je pense que le conseil numéro 1 ou 2, enfin, le conseil important, c'est de leur proposer de faire une chose à la fois, surtout quand on est sur des notions nouvelles. Donc, par exemple, quand on a des énoncés d'exercices ou des informations, enfin voilà, on demande de faire quelque chose, c'est une chose à la fois. Parce que s'il y a 3 informations dans la question et que la personne n'a pas l'habitude de s'organiser ou de séparer bien les choses, dans sa tête, ça va partir dans plein de sens en même temps, puisqu'il y a 3 sous-questions dans une question, en fait. Donc, une chose à la fois, vraiment, pour rester bien focus sur le centre d'intérêt. Et puis après, dans l'environnement global, il faut essayer de soigner un petit peu le cadre et essayer de faire en sorte qu'il y ait, si on peut, et je sais que c'est beaucoup demandé, parce que parfois on n'a pas le choix surtout en tant qu'enseignant, des salles où on est, des choses comme ça, mais de soigner le bruit, de soigner le mouvement. Donc, par exemple, on arrive à l'heure et on repart qu'à la fin, mais éviter que tout le monde rentre et sorte à tout moment. Ça, c'est des grosses distractions, en fait, où on lâche fort l'info et on fait sa petite pause. Donc, essayer de ne pas avoir donc de mouvement, pas trop de bruit. Ça va être un peu les basiques. Donc, quand on veut réviser, se mettre dans un petit coin, et quand on est formateur, enseignant, là, essayer de proposer un cadre qui amène le moins de distractions possible pour que tout le monde soit bien focus sur ce qui se passe. Donc, c'est facile à dire, hein, mais après, à mettre en pratique, ça fait vraiment la différence en termes d'effort pour les apprenants qui sont là. Donc voilà les conseils que je donnerais. Et pour moi, l'important, c'est de bien comprendre pourquoi, comme on l'a montré juste avant, pour bien se dire que on comprend, on peut prévenir, on peut dire bon voilà, va y avoir des distractions, on sait que ça va peut-être vous couper dans votre apprentissage à ce moment-là ou dans votre attention. Et on sait qu'il faudra répéter, et c'est OK de répéter parce qu'il y a une distraction, et pas se dire c'est pas grave, ils ont entendu quand même. Non, on reprend pour bien se remettre tous dedans ensemble, parce qu'une distraction, ça nous coupe complètement de l'action d'apprentissage. Très clair. Du coup, ça serait comprendre, sensibiliser, et aussi répéter et faire comprendre aussi le fait qu'il y ait une distraction, si je comprends bien, pour après de nouveau récapituler. Oui, c'est ça. Pas avoir peur de répéter ou de reprendre si jamais il y a des distractions qui arrivent pour tout le monde. Très clair, merci là-dessus.
On a une question de Christelle qui demande s'il y a une référence théorique pour ce graphique. Non, je n'ai pas une Pas référence marqué dans la théorique. slide. Je peux vous donner, je ne sais pas s'il y a un email qui part après à tout le monde. Moi, je ne les ai pas, mais peut-être toi, Fanny. Je peux en tout cas envoyer après Oui, complètement. Ouais, envoyer après la source de où on a trouvé cette idée, parce que c'est pas une référence scientifique pour faire ce test, mais on l'a trouvé. Et je me souviens plus, mais je peux vous envoyer là où on l'a trouvé, ouais, bien sûr. Donc on fera ça me le à noter. toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, avec grand plaisir. En effet, ça a l'air d'intéresser sur le chat. Et une dernière question un peu plus généraliste sur cette section. Est-ce qu'il y a un temps moyen de capacité à se concentrer, selon toi? Alors, figure-toi, c'est drôle, il y a 5 ans, en commençant la fabrique à neurones, nous, on propageait l'idée qu'on était autour de 20 minutes en moyenne de concentration pour tout le monde, avec l'idée que même les TED et les TEDx, qui sont des conférences assez prisées pour vulgariser la recherche, s'étaient basées là-dessus. Et on a cherché en fait des références solides et on n'a rien trouvé. En tout cas, pas en neurosciences et pas en sciences cognitives. Alors, il y a quelques ressources en sciences de l'éducation où on essaye de regarder la concentration des étudiants dans une salle de cours, mais c'est pas vraiment, enfin, pour moi, venant des neurosciences, c'était pas des mesures assez précises ou fiables. Du coup, pas de temps moyen pendant lequel l'humain peut être concentré. Et ce que je peux vous donner comme exemple pour vous en convaincre, c'est que quand vous êtes passionné à fond sur quelque chose, vous pouvez y rester des heures. Donc, cherchez un peu le truc que vous faites avec plaisir et sans compter le temps. Et vous pouvez rester dedans pendant un temps fou. Et à l'inverse, vous devez faire votre compta de fin de mois et vous détestez ça pour la maison ou le travail. Et au bout de 5 minutes, vous n'en pouvez plus de concentration parce que ça vous intéresse beaucoup, beaucoup moins. Donc voilà, il y a cette grosse variabilité qui dépend de plein de facteurs et on n'a pas trouvé de référence. Donc on a enlevé cette notion de nos supports et on ne la propage plus. Et je crois que c'est un neuromythe de se dire qu'on a 20 minutes en moyenne de concentration consécutive de possible pour les humains. Mais je suis tout à fait preneuse d'une référence si quelqu'un l'a, parce que dans ce cas-là, ça vaut le coup de savoir en fait c'est quoi. Complètement, je te rejoins là-dessus. Du coup, on va pouvoir passer à la slide suivante. Oui, je voulais faire, merci, une petite pub pour nos formations. Parce que on parle de ça. On a une formation d'une journée qui est en distance, en visio. La prochaine est le 5 juillet et l'autre le 25 octobre. Et on parle de comment on mémorise, comment on se concentre, la métacognition, donc comprendre son fonctionnement. Et puis la posture d'enseignant ou de formateur qui facilite grandement l'apprentissage ou l'inhibe, en fait. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire à la fabrique ou aller vous inscrire sur Billet Web pour cette journée de formation qui reprend des notions qu'on voit ici et des conseils pratiques. Voilà, merci pour la petite pub de WooClap. Avec grand plaisir. Et du coup, il y a un lien qui a été mis dans le chat. Si je vous invite à aller voir, il y a directement le lien qui vient d'être mis par Mélissa. On va maintenant passer à notre deuxième partie qui traite donc du droit à l'erreur. Donc là, pour récapituler un peu, vous l'avez compris, dans cette première partie, on s'est vraiment focalisé sur la concentration. Et je pense que maintenant, on a déjà un peu plus de clés pour comprendre l'importance de la concentration et le fait qu'il est important en fait, de faire une tâche à aussi mieux se connaître, comprendre dans quel environnement est le plus propice aussi pour nous concentrer. Retour sur l'erreur. Chez WooClap, on aime bien en fait la théorie des 4 piliers de l'apprentissage qui a été faite par Stanislas Dehaene. On a d'ailleurs en fait co-construit WooClap selon les suivants. Donc on a l'attention dont on a déjà parlé, l'engagement actif, le retour sur erreur justement et la consolidation. Et donc ce qu'on appelle retour sur erreur, ça va vraiment correspondre au fait de corriger les apprenants et les apprenantes sur leurs erreurs pour faciliter l'apprentissage. Et en fait, ça va vraiment mettre en lumière l'importance de l'erreur durant tout le long de l'apprentissage.
toi pour que tu nous en dises plus en fait sur ce qui se passe concrètement dans notre cerveau quand on fait une erreur. Eh ben ouais, on a un système en fait de voilà, comme je le dis là, de prédiction de la réalité. Donc on n'est pas comme un je sais pas, comme un appareil photo qui prend l'information puis qui donne l'image qui correspond. On prédit tout ce qui va se passer à chaque seconde. Donc quand on marche dans la rue, par exemple, on prédit où vont aller les gens, ça nous permet de ne pas nous cogner les uns dans les autres. Quand quelqu'un parle, on prédit quel est le mot qui va arriver à la fin de sa phrase. Donc ça vous est tous arrivé de vouloir finir les phrases de quelqu'un quand quelqu'un parle très très lentement, voilà. C'est parce qu'on a ce système de prédiction permanent de ce qui va se passer après pour s'adapter, pour anticiper, pour être bien au taquet. Donc ça, c'est assez agréable, ça nous permet d'être très efficace. Mais on a aussi un système interne de comparaison entre notre prédiction et la réalité. Donc quand je prédis qu'il y a tel mot qui va arriver à la fin de la phrase, si la réalité, c'est pas ce que j'ai prédit, j'ai ce système de détection dans mon cerveau qui est là, attention, tu t'es trompé, erreur, qui me permet de corriger ma prédiction pour arriver à un meilleur calibrage de cette réalité et mieux l'anticiper. Donc c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'adapte. Donc là, si je vous dis que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on s'adapte, on comprend que l'erreur, c'est vraiment l'incontournable. C'est quasiment obligatoire en fait, parce que tout petit, quand on commence à découvrir le monde, on n'a pas beaucoup de références pour prédire la réalité. Tout nous arrive et on ne sait pas forcément encore, on n'a pas encore de références ou assez d'expérience pour pouvoir bien prédire. Donc on essaye, on tâtonne. Chez les tout petits, par exemple, le faire soi-même et puis essayer plein de trucs, ce sera essentiel pour justement calibrer tout ce système de prédiction. Et adulte, c'est pareil, quand on apprend, on est encore dans ce système de prédiction versus la réalité, du coup, à comparer. Et à chaque fois qu'on fait une erreur, on peut corriger notre prédiction et aller vers quelque chose qui est plus proche de la réalité. Et donc là, ce que je dis, c'est qu'effectivement, d'un côté, l'erreur est interne, c'est-à-dire qu'elle est vue dans notre cerveau, comprise par notre cerveau. Excusez-moi, vous pouvez fermer s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi. Donc, effectivement, notre cerveau va détecter cette erreur tout seul, c'est interne, c'est lui-même, il voit l'erreur et il la détecte. Et là, on peut voir ces choses-là avec un électroencéphalogramme, par exemple, qu'on met sur le cerveau. On va voir des ondes spécifiques qui sont représentatives de la détection de l'erreur. Mais elle peut aussi être comportementale, c'est-à-dire que si mon cerveau ne le détecte pas, il faut que dans mes comportements ou dans quelqu'un d'autre, on appelle ça comportemental parce que quelqu'un va avoir un comportement qui nous indique qu'on a fait une erreur, un guide, un mentor, un enseignant, un formateur, pour dire, voilà, là, il y a une erreur. Ça, c'est dans le cas où on n'est pas capable de détecter nous-mêmes l'erreur parce qu'on n'a pas encore assez de référentiel entre la réalité et ce qu'on prédit. Donc, c'est vraiment, vraiment essentiel de pouvoir faire des erreurs, sinon on ne peut pas calibrer très bien notre système de prédiction. C'est vraiment, on le voit chez les tout-petits, hein, c'est comme ça qu'ils apprennent. Et plus on grandit et moins on s'autorise l'erreur et moins l'erreur est OK, alors que ça reste vraiment le meilleur moyen d'apprendre. Quand on fait une erreur, on apprend plus vite que si on n'en fait pas. Donc, c'est assez essentiel. Et la petite référence que j'ai mis là en bas qui a été publiée dans Nature, c'est une référence assez folle parce qu'elle montre qu'en fait, quand on prédit et qu'on se trompe, donc là, c'est la prédiction de la récompense de quelque chose qui va arriver. Quand on se trompe, eh ben, notre circuit de la récompense est activé. Le circuit de la récompense est là pour s'activer aussi en cas d'erreur, dans ce cas précis. Donc, c'est pas pour toutes les prédictions, mais dans ce cas-là, ça s'active. Et si on extrapole et qu'on fait un grand pas un peu pour dire qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'erreur peut être carrément récompensée dans le cerveau, c'est-à-dire notre circuit de la récompense se déclenche. Donc, ce circuit, c'est lui qui est là quand on ressent du plaisir, mais il peut être aussi déclenché de façon très inconsciente et on n'a pas d'émotion on ressent pas quelque chose consciemment. C'est un circuit qui existe pour plein de fonctions internes et il peut se déclencher aussi dans ce cas de décalage entre la prédiction et la réalité. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que culturellement, c'est pas trop comme ça qu'on voit l'erreur. On ne se dit pas chouette, c'est une super récompense. Mais c'est en fait vraiment important pour apprendre. En effet. Et du coup, juste pour récompense, tu as d'autres exemples du coup dans lesquels il est appliqué pour que je comprenne encore mieux?
Oui, bah alors ce circuit de la récompense, il est utilisé, effectivement, hein, le plus connu, le cas classique, c'est je mange quelque chose qui me fait plaisir, un carré de chocolat, et ben ça active ce circuit de la récompense qui est un circuit où tu as des noyaux qui vont, donc certains groupements de neurones qui vont décharger de la dopamine à proximité d'autres centres neuronaux, à d'autres endroits du cerveau. D'accord. Et ça va déclencher la joie, le plaisir. Donc tu manges ton gâteau au chocolat, c'est délicieux, circuit de la récompense qui s'est activé. Mais ce circuit de la récompense, mais il n'y a pas que ça, hein. Pour le plaisir, il y a aussi toute une composante cognitive qui est importante, c'est-à-dire mettre des mots sur ce que tu es en train de vivre et comprendre ce que tu es en train de vivre pour que ça fasse vraiment la joie et le plaisir en entier. Ce circuit de la récompense, il peut aussi être déclenché en fait dans d'autres situations, donc plutôt toutes les situations plaisantes et agréables qui nous déclenchent du plaisir et de la joie, mais aussi des situations, par exemple quand on prend des décisions, le circuit de la récompense peut être fortement impliqué et on n'a pas l'impression qu'on ressent beaucoup de plaisir ou de joie. Simplement, en fait, il est là parfois pour pouvoir guider les décisions dans certains cas. Et là, on ressent pas, c'est pas conscient, on n'a pas l'impression que on ressent vraiment joie et plaisir, mais il est aussi actif ou en tout cas impliqué dans certains de ces processus. Donc voilà à quoi sert ce circuit de la récompense, qui est fait effectivement d'une composante hédonique, le plaisir, la joie qu'on ressent, d'une composante cognitive, les mots, le côté intellectuel qu'on va mettre sur ce qu'on ressent et sur la dimension dopaminergique de transmission d'infos, quoi. Très clair. Avec plaisir. L'importance des erreurs comme quelque chose de négatif, au contraire. Et du coup, pour corriger quelqu'un, parce que là, on l'a compris, ce qui est essentiel maintenant, c'est du coup de bien corriger l'apprenant et l'apprenante sur les erreurs faites et élaborées. Comment faire, du coup, en tant que formateur ou formatrice? Eh ben oui, ça va être donc ça, je pense, puisque tu as parlé d'EN que vous aimez bien chez WooClap, et à raison, c'est quand même un conte dans le milieu. Il le dit assez bien, c'est-à-dire que pour corriger l'erreur, il faut que la correction soit immédiate. Donc corriger des copies 2 semaines plus tard et les rendre avec une note dessus, c'est pas immédiat. Donc ça perd un peu de sa valeur. Pourquoi? Parce que à cause de ce que je vous montre ici là comme schéma, si on veut essayer de mimer ce que fait le cerveau lui-même, c'est au moment où il fait sa prédiction et au moment où il y a la réalité qui se confronte à la prédiction qu'il y a l'erreur, et c'est tout de suite qu'il corrige sa prédiction. C'est tout de suite qu'il y a un effet en fait de retour sur erreur. Donc il faut être dans l'instant de ce qu'on est en train de faire pour que le processus cognitif soit exactement sur l'exercice, sur la compétence, la connaissance qu'on essaye d'apprendre ou de développer. Et si ça arrive 2 semaines plus tard, on n'est plus dessus, notre cerveau, notre corps entier n'est plus dessus. Du coup, le retour sur erreur est beaucoup moins efficace que si c'est maintenant dans l'instant, parce qu'on y est. Et c'est là que ça a du poids. Donc c'est une des notions importantes, c'est retour sur erreur, il faut qu'il soit immédiat, il faut qu'il soit tout de suite. Donc ça, c'est vraiment une notion de TD, TP, enfin d'exercice pratique, quel que soit le format, ou de mise en situation, où tout de suite sur le moment on fait un retour sur erreur qui va être vraiment important. Et puis l'autre aspect, c'est il faut que ce soit constructif. Donc juste dire c'est bon, c'est faux, c'est pas très constructif, ça manque d'informations. Donc il faut aider si la personne a fait une erreur et qu'on lui dit bah non, c'est pas bon, et qu'elle n'est pas capable d'aller seule vers la bonne réponse ou vers le bon endroit dans son apprentissage. Il y a besoin de l'aider dans le chemin pour aller vers ça. Donc il faut dans le retour sur erreur aussi proposer de travailler sur comment est-ce qu'on va à la réponse. Donc, je pense aux exercices typiques où il faut résoudre des problèmes, c'est un peu compliqué. Dire non, c'est faux, alors que la personne a donné son meilleur et puis n'a pas réussi, ça va pas être utile comme retour sur erreur. Il faut accompagner un peu plus pour essayer de comprendre les étapes, comment on y va, de quoi on a besoin pour pouvoir arriver à une nouvelle prédiction de la réalité qui sera mieux calibrée et qui sera plus proche de la compétence ou de la connaissance espérée, quoi. Donc ça, c'est les deux notions, qui sont importantes.
Je rebondis par rapport à une question qui a été posée dans le chat, qui est assez généraliste. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, Marie. En effet, c'est ce qu'on s'est dit là il y a quelques minutes, le fait que nos cultures n'encouragent pas systématiquement l'erreur. Est-ce que selon toi, du coup, il est important de changer tout le système éducatif? C'est une question assez générale, mais peut-être Je liée dirais avec oui. ce qu'on va se dire après coup. Oui. Je dirais oui. Ben, non, mais c'est vrai qu'en termes de culture, il y a un gros travail à faire parce que pour pouvoir apprendre, il faut pouvoir faire des erreurs. Et quand on fait des exercices et des TP, des TD, faire des erreurs, c'est pas complètement valorisé, mais ça reste OK, on est en train d'apprendre. Mais là, je vais penser à tout le monde adulte quand on est en apprentissage. Donc, on arrive sur des métiers, c'est nouveau, où on commence à travailler sur un sujet et on apprend. Si on ne nous donne pas la possibilité d'avoir un cadre dans lequel c'est OK de faire des erreurs et qu'il n'y a pas de conséquences négatives et que c'est pas puni, alors on ne voudra jamais faire d'erreurs. Or, si on ne fait pas d'erreurs, on apprend moins vite, tout est plus lent, tout est plus difficile. Donc, il faut pouvoir mettre en place un contexte et un environnement qui favorise l'erreur, et même éventuellement créer exprès des erreurs pour que l'apprentissage se fasse bien. J'exagère un peu, mais en gros, il faut changer un peu le système d'apprentissage. Et il y a des formations où ça se passe bien, c'est fait exprès pour que l'erreur soit sans conséquence. Donc, la formation soudure, on essaye de souder et on soude. Enfin, voilà, donc c'est pas une formation soudure, c'est la formation de plombier, mais on va faire effectivement de la soudure pendant tout un temps en atelier. Il n'y a pas de conséquences catastrophiques parce qu'on n'est pas en train d'installer chez le client ou je sais pas où la plomberie. Donc si ça fuit, c'est pas grave. Mais au moins, on peut tout tester et puis voir où est-ce qu'on se trompe. Et il y a vraiment l'erreur est possible et elle est quasi inévitable parce que on apprend, c'est le début et on devrait essayer d'avoir ça un peu partout, mais c'est pas tout le temps le cas. Et là, je pense vraiment aux nouveaux arrivants en entreprise qui débutent, qui ont un bon 6 mois d'adaptation et c'est pas facile de leur donner le cadre où l'erreur est OK, sans conséquence, pour qu'ils puissent bien apprendre, bien se mettre dans leur nouveau job et après passer à la version de eux-mêmes où maintenant il peut y avoir des conséquences à leurs erreurs, mais au moins ils savent les repérer, ils savent ce qu'ils font, c'est plus la même plongée dans quelque chose d'un peu beaucoup de pression et pas de possibilité de faire d'erreur, donc l'apprentissage est encore plus lent. Donc c'est une réponse un peu longue, mais pour dire que oui, il faut changer. Ce serait bien d'essayer d'arriver à cette version-là, en tout cas de l'enseignement et de l'éducation, si on n'en est pas encore là. Et bon, je crois qu'on a quand même un travail culturel à faire aussi sur nos représentations à l'erreur. En effet, hyper clair là-dessus. Et du coup, ça en vient totalement à ma dernière question. Et puis après, on répondra à toutes les autres questions qui ont été posées dans le chat. Et merci pour toutes vos questions. En tant que, du coup, concrètement, des tips, en fait, en tant que responsable de formation ou en tant que formateur, formatrice, ou même en général, je pense, on peut élargir. Comment, en fait, peut-on créer des conditions idéales, selon toi, pour que les apprenants et les apprenantes puissent se sentir libres de faire des erreurs et que justement il y ait cette bienveillance et le fait d'être vraiment à l'aise dans un environnement d'apprentissage. Ouais, donc première chose, c'est effectivement que la conséquence soit minime, parce que si tu es pompier, tu peux pas te permettre de faire des erreurs, en fait, ça coûte des vies, donc c'est pas le bon milieu d'apprentissage, tu vois. Donc, il faut que la conséquence de l'erreur soit pas trop forte, qu'il y en ait une, mais qu'elle soit pas la fin du monde. Donc ça, c'est important. Et puis l'autre chose, c'est effectivement ce que tu as dit toi-même, la bienveillance, c'est-à-dire avoir une attitude qui correspond au fait qu'on est OK avec l'erreur. Et donc, être ouvert à ça, avoir une attitude constructive. OK, on a fait une erreur, pourquoi il y avait une erreur, d'où ça vient, et puis que ça puisse se dire que la prochaine fois, on limite la possibilité que cette erreur revienne, parce que c'est ça l'apprentissage. Donc, avoir vraiment toute la posture et la culture qui va avec pour que ce soit OK pour tout le monde de faire une erreur. C'est un peu comme on est en classe, on dit allez-y, posez toutes vos questions, puis à la première personne qui pose une question, on dit non, mais cette question, elle sert à rien. Bon, là, plus personne va parler parce qu'on n'a pas envie d'être ridicule. Personne n'a envie d'être ridicule ou qu'on nous dise qu'on sert à rien. Donc, il faut pouvoir montrer à tous que c'est vraiment OK de poser toutes les questions, d'essayer, de faire des erreurs. C'est le chemin d'apprentissage naturel. Et donc ça demande dans la posture de la personne un peu en charge, qui que ce soit, de faire ce job, de mettre cette ambiance et cette culture-là pour que ce soit OK.
en plus d'avoir créé des conditions pour que l'erreur soit sans conséquence. Parce que même si c'est OK de faire des erreurs, si je pense à voilà, la formation soudure, si on dit pas de problème, on peut faire des erreurs, allez-y, on va apprendre, et qu'à la première erreur, ça coûte 10 000 En effet, euros voilà, à l'entreprise pas de parce qu'il doit problématique. changer, voilà, ça n'a pas marché parce que c'était des métaux très précieux, je sais pas quoi, donc il faut que les deux soient là, quoi. Très clair, merci pour toutes ces précisions. On a une question de Sylvain qui est la suivante. Pourquoi est-ce que la lecture prend souvent le pas en fait sur l'écoute? Par exemple, lors de séminaires, peut-être qu'on parle aussi du webinaire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que justement en fait on se concentre d'abord et essentiellement sur ce qu'on lit plutôt que d'écouter, selon toi? Donc on va déjà, je pense qu'il y a un effet visio qui est assez. Donc nous, on a un atelier là-dessus sur l'effet de la visio ou le télétravail, et c'est vrai que c'est très dur de garder son attention quand on n'est pas en présence des gens. Quand quelqu'un est là dans une pièce avec vous et qui vous parle, votre attention est captée beaucoup plus fortement que quand on est derrière un écran. Donc ça, c'est un gros point de difficulté quand on est en visio, c'est que on va avoir tendance à papillonner à gauche à droite. Et l'autre chose, c'est que quand on lit, quand il y a du texte, on n'est pas capable de pas lire le texte. C'est très difficile. Il faudrait que ce soit du texte d'une langue qu'on connaît pas. Mais c'est devenu tellement automatique de lire quand il y a des mots parce que c'est informatif, parce que on fait ça depuis qu'on a 6 ans, quand on a appris à lire à peu près. Et c'est très dur de pas lire. Il y a un jeu qui s'appelle le Stroop, si vous voulez chercher ça, S-T-R-O-O-P, où c'est des couleurs, c'est le jeu Color Addict. S'il y en a qui jouent aux cartes parfois, c'est un jeu qui s'appelle Color Addict. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est un jeu où il y a des mots comme le mot bleu qui est écrit en couleur rouge. Ah oui, d'accord. Oui, je le vois, mot, en fait. c'est bleu et voilà, c'est écrit en rouge. Et on n'est pas capable de faire abstraction du mot, on le lit automatiquement, même si c'est un peu en conflit avec la couleur du mot, qui est l'encre est en rouge et rouge. Ça met en évidence ce conflit-là. On ne sait pas ne pas lire les informations une fois qu'on a appris à lire. Et donc, c'est l'autre chose, c'est que le son, les personnes qui parlent, là, ça va faire un petit bruit un peu doux quand on commence à papillonner parce qu'on est un peu moins intéressé. Et lire, ça va tout de suite nous appeler un peu plus parce qu'on est peut-être parti chercher d'informations, quelque chose qui nous intéresse, parce que sur le moment, la personne qui parlait était peut-être moins palpitante. Hyper intéressant. Merci pour ça. C'est en lien avec une question que je viens de voir également. Quel lien peut-on faire entre la ludopédagogie et les neurosciences, du coup? Un super lien. Donc, nous, à la Fabrique, on utilise beaucoup le jeu. Pourquoi? Donc, ludopédagogie, c'est cette pédagogie par le jeu, pour ceux qui connaissent peut-être pas. Et c'est très intéressant parce que le jeu a le pouvoir de nous faire des efforts sans trop avoir l'air. C'est-à-dire que on se donne un peu plus parce que c'est ludique, parce que c'est sympa, souvent c'est collectif. Hein, ça nous motive facilement. Et quand il faut faire un exercice, par exemple l'exercice de maths, et qu'on nous dit ça comme ça, on va se dire exercice de maths. Si on nous dit venez, on va jouer à un jeu, on est déjà vachement plus enjoué, et en fait on fera un peu plus d'efforts pour apprendre. Il faut faire des efforts. Donc le jeu a le mérite de nous faire des efforts sans en avoir l'air. Plus, c'est plutôt bien pour les erreurs parce que c'est sans conséquence. Quand on est dans un jeu, la conséquence, c'est de perdre ou gagner. Si on fait un jeu collaboratif, il n'y a même pas cette conséquence-là, donc c'est gagné. Et les erreurs vont se faire naturellement. Donc, je pourrais parler longtemps des bénéfices du jeu et ce qui se passe dans le cerveau, mais c'est quand même super. On est pour. Donc, un bon lien avec les neurosciences, je pense. Très clair, merci pour ça. On a beaucoup de questions, merci vraiment à tous les participants et participantes de les poser. Je reviens à une question qui a été posée durant la première partie en fait. Du coup, ça nous fait un petit bond dans le temps pour revenir un peu sur l'attention. Donc en fait, c'était une question de Muriel qui expliquait que voilà, dans le contexte d'un cours, d'une formation, les étudiants ouvrent systématiquement aujourd'hui leurs ordinateurs portables, ils ont leur téléphone en main avant même que le cours commence, et ils ont l'impression en fait qu'avoir juste une oreille pour le cours suffit. Comment expliquer que non, ça ne fonctionne pas comme ça? Ouais, c'est difficile. Vous pouvez leur proposer ce qu'on a dit là, c'est-à-dire leur expliquer qu'en fait, pour que ce soit vraiment bénéfique, il faut être à 100% à ce qu'on fait et pas à côté. Vous pouvez aussi essayer de mettre beaucoup plus d'interaction, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas le choix. Quand on écoute et qu'on est passif, c'est vrai que c'est plus difficile d'être
d'être engagé parce que voilà, on a plein de choses qui nous passent par la tête. On a envie, surtout maintenant avec les téléphones, les écrans, d'aller regarder à gauche, à droite. Mais en leur faisant faire des choses, ils n'ont pas le choix parce que si on doit donner la réponse à quelque chose en ayant fait tout un truc, on peut pas le faire en même temps que sur son téléphone. Donc, on est obligé de le faire à ce moment-là. Si on doit construire un petit truc en papier ou je sais pas quoi, on peut pas le faire en étant sur son téléphone. Il faut le faire, il faut prendre son scotch et tout. Donc, peut-être, c'est pour ça que je pense que la notion d'interaction est intéressante. Ça engage fortement les apprenants et ça les force à être dans le moment présent, à ce qu'ils font et éventuellement, du coup, un peu plus sur l'apprentissage. Mais j'avoue que moi, je serais partisane de dire pas de téléphone, pas d'écran pendant un cours. C'est pas très sympa. Et c'est peut-être pas légal, je sais pas. Hein, mais ça paraît être pour un mieux général parce que ça force un petit peu à être là tous ensemble. Et c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude, comme on a l'habitude d'avoir le téléphone dès qu'on s'ennuie quelque part et de pouvoir papillonner ou checker les mails, c'est dur de s'en priver. Pour rebondir là-dessus, du coup, chez WooClap, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que comme c'était compliqué justement d'interdire ces téléphones, on allait justement en faire la clé en fait de l'apprentissage et les utiliser justement pour se concentrer totalement sur les formations, voilà. Et au contraire, en fait, le rendre vraiment l'outil pour que justement les étudiants soient à 100% dans le cours ou la formation. Mais du coup, cette question était assez intéressante. Le temps file. Je pense qu'on peut passer à la dernière slide. Entre-temps, je suis en train de regarder. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes. J'avais vu passer une question par rapport, en fait, à des élèves qui peuvent souffrir d'un manque de concentration pathologique. Je ne sais pas, Marie, si tu as des conseils et des clés pour justement les aider là-dessus. Ouais, alors je suis pas une spécialiste de ça, mais les troubles de l'attention, effectivement, c'est pas facile parce que ça va se passer par petits moments et on peut pas demander à quelqu'un qui a un trouble de l'attention de rester concentré 4 heures sur une matinée ou même une heure, hein, c'est long. Donc, il faut favoriser des choses courtes avec beaucoup de pauses et varier les supports, d'un moment à l'autre. Donc, pendant un moment, on reste concentré sur une chose, puis on fait une pause et pas faire des longues plages parce que ça, c'est dur. Mais je suis pas spécialiste de ça et je sais que c'est pas évident. Il va falloir favoriser un peu tout ce qu'on a dit sur la concentration avant, c'est-à-dire une seule chose à la fois. On leur propose pas de faire plein de trucs en même temps, vraiment une chose. Donc là, on est en train de regarder telle période historique, on regarde que ça, on fait pas en même temps de la recherche dans cette période de qui sont les grands rois ou je sais pas quoi. Il faut vraiment faire une seule chose et épurer les présentations, donc qu'il n'y ait pas des petits ronds dans les slides et des petits trucs jolis décoratifs parce que ça sert à rien, l'attention va être attirée dans tous les sens et pas plein de choses chargées, une notion, une image, voilà, pour essayer de favoriser au maximum et aider justement à être concentré sur ce qu'on veut passer à ce moment-là comme information. Très clair. Merci beaucoup pour tes retours. S'il y a une dernière question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Entre-temps, vous avez vu à l'écran que je vous ai posé une question WooClap. Si vous avez des idées de thèmes à aborder durant le prochain webinaire, j'ai l'impression que le rôle des émotions dans l'apprentissage intéresse beaucoup notre audience. Donc, merci beaucoup pour tous vos retours. On le prendra bien en compte pour la suite. On attend un petit peu de voir les questions, mais ça a l'air d'être bon à ce niveau-là. Du coup, Marie, je voulais te remercier infiniment pour ta présence aujourd'hui et pour tous les éléments clés que tu nous as apportés. J'espère que ça a bien aidé notre audience dans la compréhension du sujet. Et en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi de tout ça. Merci beaucoup. Et pour information, oui. Vas-y. Je t'en prie, vas-y. Non, mais je veux juste vous remercier quand même, et toi et Charlotte, de l'invitation à ce webinaire. C'est un plaisir de partager tout ça. Avec grand plaisir. Et c'est voilà, l'occasion aussi d'utiliser WooClap pour la suite. Donc, complètement. Comme tout le monde, je vais aller tester. Que ça vous a plu. Il faut. Et en tout cas, pour info, on a un prochain webinaire qui est la semaine prochaine. Le lien a été mis sur le chat. Si ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça portera plus sur le coup sur WooClap et sur le fait de dynamiser en fait les formations grâce aux neurosciences concrètement en mise application avec WooClap.
Donc voilà, on vient de vous mettre le lien dans le chat et n'hésitez pas une dernière fois si vous voulez télécharger donc les documents dont j'ai parlé en début de session, que ça soit vraiment un document sur les neurosciences avec plein de tutos, d'astuces et d'éléments à ce niveau-là, ou alors plus pour prendre rendez-vous aussi avec Ooclap et pour le tester gratuitement. On reviendra vers vous avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Et à la prochaine, à très bientôt, j'espère. Et à bientôt, Marie, également. À bientôt. Merci, Fanny. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.